content aujourd'hui de vous dire qu'on est en train de monter, on va monter fin de ce mois-ci la troisième pièce sécuritaire sur un train en acier imprimé 3D. Donc c'est pour vous dire aussi que ça va très vite. Donc c'est surtout, avant tout, une mission qui demande énormément de résilience, hein, et beaucoup de persuasion, puisque je pense que chaque mois, j'ai toujours une personne chez Alstom qui me dit: «Ah, on peut imprimer du métal?» «Oui, oui, on peut». Donc voilà, même encore aujourd'hui. Donc c'est vraiment, avant tout, voilà, force de persuasion. Alstom, la fabrication additive, donc comme je vous ai dit depuis 2017, 2007, fin 2016-2017. Aujourd'hui, les chiffres, donc il y a à peu près 17 sites qui sont équipés de, au minimum, une imprimante 3D, que ce soit une imprimante 3D à 2 ou 3 000 € ou à 80 000 €. On a, donc qui représente une centaine, d'imprimantes. On a 33 experts, qui sont répartis, dans le globe. Sachant qu'on tire parti aussi, vous avez entendu dans l'actualité, de la fusion avec, notre grand frère Bombardier, où, il y avait des démarches similaires et des expertises en tout cas que je suis en train de mettre tout ensemble. Ce qui est important, c'est, d'avoir une vision par rapport à la fabrication additive, mais aussi, et je pense que Jean-Daniel en parlait, c'était, la passion. J'avoue que ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est pas Aurélien Fussel, c'est, je vous ai dit, plus d'une trentaine d'experts qui sont passionnés, qui s'améliorent tous les jours, et ça, c'est très, très important pour pouvoir utiliser la fabrication additive, en tout cas au niveau industriel. On a aussi un positionnement, comme je vous ai dit, de la fabrication additive qui est très, très complémentaire dans ce qu'on appelle, alors on peut parler d'industrie 4.0, même si ce terme-là, des fois, me chatouille, mais je pense qu'il faut, pour nous, en tout cas, c'est ce qu'on appelle le dépôt du futur, qui en fait intègre de manière hyper complémentaire le 3D print avec, par exemple, ne serait-ce que le scanning, et on peut retrouver dans les autres tâches, comme ça peut être un procédé digital d'instruction, de réparation, et plein d'autres choses en tout cas qui répondent, on va dire, qui intègrent naturellement la techno dans l'industrie. Euh, Alors, plus que des mots, je vais vous montrer quelques images quand même. Donc, aujourd'hui, on a trois sources, on va dire, d'implémentation de la fabrication additive dans nos usines. Donc, le premier, qui est le plus mature, on va dire, ce sont bien sûr, vous allez reconnaître, les outillages et les prototypes, qui en fait sont une opportunité pour nous pour convaincre en fait les gens, les managers. Et j'ai deux exemples, parce on pose souvent la question, combien tu gagnes en faisant des pièces imprimées 3D? Tout simplement, ben, j'ai un premier exemple, des profilés alu, parce que donc toutes nos caisses des métros sont principalement en aluminium, profilé aluminium soudé. Et lorsqu'un profilé aluminium arrive et n'est pas tout à fait aux bonnes dimensions, où on doit faire une préparation avant soudage, au lieu de renvoyer par bateau les profilés et perdre du temps et de l'argent, l'équipe, en tout cas de Katowice en Pologne, a fait pour 300 € un outillage complexe avec 3 têtes d'usinage qui permettent donc de gagner énormément de temps et d'argent. Et on va dire, on est en train de faire des émulations et dupliquer cette bonne pratique dans les autres usines. Ensuite, je voudrais aussi enfin, rassurer tous les gens sur le fait que la pression 3D, c'est pas fragile, hein, d'accord? C'est pas cassant. On a des solutions. Donc aujourd'hui, on utilise ça sur le TGV 2020 à La Rochelle pour le second exemple, c'est le fameux trou d'homme, où le HS, donc la sécurité de l'usine, nous a fait confiance pour faire des capots, donc pour combler les trous d'homme. Et sachant qu'on a fait les tests, bien sûr, de validation mécanique, on tient à plus de 600 kilos avant de fracturer le capot. Et là, on a gagné du temps et de l'argent. Donc ça, voilà, le premier sujet, c'est on fait de l'impression 3D dans l'industrie ferroviaire pour les outillages. Le second sujet, c'est comment on prend par la main les industriels, les designers, et on convainc les managers pour changer de paradigme et penser 3D.
Donc la meilleure chose, c'est on fait déjà depuis des dizaines d'années de l'analyse fonctionnelle, mais avec l'impression 3D, on arrive à aller beaucoup plus vite et surtout beaucoup plus loin dans l'agrégation de fonctions. Donc là, je vous ai deux exemples. Donc par exemple, je vous propose je vous prends par la main, je vous amène cette fois-ci en Allemagne. Donc un train régional, le fameux Lint à l'usine de Salzgitter, où on a réussi de switcher, on va dire, d'une conception métallique à plastique, à un entonnoir de remplissage de lave-glace, d'accord? Donc on est passé de 8 pièces à une pièce, on a divisé par deux le coût, on a intégré un petit panier là pour les feuilles et les gravats là, beaucoup plus efficace. Et surtout, on a démontré que ben, on allait plus vite. L'autre exemple qui me plaît beaucoup, c'est être capable de réduire un nombre de pièces. Donc aujourd'hui, cette pièce-là, c'est un cache esthétique à l'intérieur des trains. Au lieu de découper, d'avoir plusieurs pièces, donc 5 pièces, on a la tôle en plastique, on a un écrou, on a une vis, on a le loquet, on a tout ce qu'il faut. Aujourd'hui, en impression 3D, cette pièce-là, c'est une seule pièce. C'est-à-dire, on intègre pendant l'impression, on laisse flotter les pièces, on aspire la poudre une fois que c'est imprimé et on arrive à avoir une seule pièce. Donc, on réduit le nombre de références. Une référence, ça coûte des sous à gérer. On va plus vite pour mettre la pièce à dispo et on est plus léger puisqu'on est en plastique et non pas en métal. Donc voilà, donc ça c'était le second axe qui est la pièce de série et donc là je commence à ouvrir parce que Julien m'avait challengé sur le côté est-ce que tu peux nous parler d'éco-responsabilité en tout cas de la fabrication additive. Par exemple, ces pièces-là sont imprimées en PA11 d'Arkema qui est c'est un brevet qui date des années 40, qui enfin est industrialisé et qui permet d'avoir du polyamide 11 biosourcé. Voilà. Donc on commence un petit peu à entrevoir les avantages de cette techno-là et le côté sustainabilité. Le troisième, qui est très prometteur aussi des sujets, c'est les pièces de rechange. Donc la pièce de rechange aujourd'hui, on en a plusieurs milliers qu'on a faites en impression 3D. La preuve par 3. Donc ce sont des bagues ici qui se trouvent lorsque la prochaine fois vous prendrez le métro MF 77 à Paris, donc qui est un métro qui date de plus de 15 ans, qui est aujourd'hui en révision mi-vie. Lorsqu'on a démonté les sièges, on a les bagues en plastique qui datent donc de 15-20 ans qui se sont cassées. Donc on arrive à les refaire en impression 3D, moins cher que pour du moulage, plus vite, je pense que tout le monde comprend. Et surtout avec un finishing des bagues en polyamide 11 sur lesquelles on peut facilement peindre les pièces pour avoir la teinte. Et je vous mets au défi, je vous mets la pièce injectée et la pièce imprimée 3D, vous ne savez pas quelle est l'une de l'autre. L'autre aussi, pièces de rechange, on fait des pièces de rechange métalliques. Donc là, je vous amène dans le nord de l'Europe, client néerlandais qui a un vieux tramway de plus de 40 ans, un rhéostat de freinage et quand il a essayé de sortir le rhéostat, il a cassé sa bague en métallique pour pouvoir sortir le rhéostat. Donc, il nous a appelé, on lui a imprimé 40 pièces 40 bagues en inox, en 300 cl pour quelques centaines d'euros. Et donc là, il était très content. Et puis, ça nous permettait aussi de démontrer qu'on ne fait pas que des Yoda en plastique imprimés 3D, on fait des pièces métalliques en inox. Le seul point sur ce troisième sujet, c'est la propriété intellectuelle. C'est pour ça que j'ai mis ici attention pour un pays. C'est comme toutes les autres technos, quand on a une pièce de rechange, il faut toujours se poser la question à qui appartient la propriété intellectuelle? Est-ce que je peux imprimer la pièce ou faire du reverse engineering, conception inversée? Donc voilà, ça c'était important aussi de le notifier. Je vous ai préparé un petit film de 2 minutes alors pour info, hop, je vais lancer le film. Ah, il veut pas se lancer. Super. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il veut pas se lancer? Ok, super. Pourquoi il veut pas se lancer? Les aléas du direct. Hop. Est-ce que c'est bon? Hop. Vous m'entendez toujours? Ouais. Allô, allô?
Très bien. Ouais, super. Très bien. J'ai eu peur d'avoir été déconnecté. Donc en fait, c'est... Ah oui, je sais, il faut surtout pas en fait que je clique. Je viens de comprendre, moi. Donc en fait, une histoire vraie, hein, d'accord? C'est pas une pub. C'est une vidéo qui a été qui fait partie d'un parcours de formation à l'intérieur d'Alstom, d'accord? Donc la personne que vous voyez à l'écran, bien sûr, c'est moi-même. Donc on a mis avec l'équipe ce film. Donc en fait, c'est une pièce qui est cassée sur un TGV américain, d'accord, qui est imprimable 3D. Et donc là, vous voyez le responsable technique qui est à Tarbes. Donc il est 14 heures à Tarbes et il reçoit un coup de fil de Junaid, qui est l'ingénieur validation actuellement aux États-Unis, et qui lui dit je suis désolé Yann, mais en fait j'ai une pièce cassée sur le train. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, m'envoyer le fichier 3D pour que je l'imprime? Puisque c'est quelque chose qui, voilà, je suis bloqué dans mes tests. Donc, vous allez voir, donc ça dure à peu près 2 minutes. Donc, Yann, bien sûr, accède à la maquette numérique, retrouve la pièce qu'il connaît par cœur, puisque ça fait partie de son coffre de traction sur lequel le TGV a des soucis. Il l'envoie par mail à, à nos experts. Donc là, c'est les experts qui sont à Paris. Et donc là, à ce moment-là, il y a une vérification de la matière, de la stratégie d'impression, du temps de, de fabrication. Et vous allez voir après, donc on est à peine à 2 heures après le problème intervenu. On envoie par la fibre sous-marine à Hornell aux États-Unis, dans la région de New York. La pièce est donc pendant la nuit, juste avant que Junai parte, il lance le printer avec la bobine qui va bien, qui est un matériau feu fumé à base de polycarbonate. Et il est content puisque le print est fini pendant qu'il dort. Le lendemain matin, il arrive à 8 heures à Ornel. Il peut donner la pièce sur le train. Et à ce moment-là, bien sûr, ben, le train peut rouler. Donc, vous allez voir, donc au-delà des sourires et puis de la mission bien faite, on va dire, c'est quelque chose qui nous arrive de plus en plus, sur laquelle effectivement là, on a communiqué avec un film. Mais donc cette pièce-là est une pièce qui est devenue maintenant standard, qui est utilisée dans d'autres coffres, entre autres même le TGV, le prochain TGV français, qui est fait à La Rochelle et à Belfort. Et donc là, voilà, vous voyez que le train américain, en tout cas, peut continuer. Dans ce cas-là, c'était du test, mais maintenant, il est en train de rentrer en service aux États-Unis. Voilà. Donc ça illustre juste que ce business model-là, c'est le business de demain. Et je voulais l'illustrer. Voilà. Je suis slide 8 là, c'est bon pour vous? Ok. C'est Donc, parfait. on parle de business model. Donc, le film est intéressant. Le business model, je pense que vous êtes souvent confronté, alors que ce soit au niveau académique, mais aussi au niveau industriel, à se poser la question qu'est-ce qui me fera gagner des sous? Comment j'implémente la fabrication additive dans mon industrie ou dans mon entreprise? En fait, il y a pas de, il y a pas de business model gagnant. Il y en a plusieurs, en fait. Et ça dépend vraiment de qu'est-ce que vous voulez faire. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque business model est lié à chacun des 3 sujets que l'on développe. En fait, si demain vous êtes une entreprise qui est plutôt, qui veut intégrer la fabrication additive pour faire des outillages ou des protos, la stratégie, c'est avant tout déjà d'internaliser la fabrication, d'accord? Donc, ce qu'on appelle dans la stratégie make or buy, donc c'est du make, vous le faites chez vous. Les avantages vont être, c'est très intéressant, c'est fabrication locale, c'est aller plus vite au niveau de la chaîne d'appro. Les gains, ils sont prouvés, vous avez vu, et je pense qu'on peut même rajouter le petit logo qui serait sustainability, mais on en reparle dans les slides d'après. Le second business model, c'est, je vous ai montré, la pièce de série. Alors là, je suis catégorique. Pour moi, c'est avant tout un business buy. Donc, j'ai besoin, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, chez Alstom, on développe un panel de fournisseurs qualifiés, tout simplement
Au-delà du fait, donc on a les avantages qu'on peut, comme je vous ai montré, intégrer les fonctions, avoir des meilleures performances acoustiques, gain de poids, tout ça. Mais pour avoir en 2017, j'ai acheté la première imprimante plastique, on va dire, pour convaincre les gens. Je me suis retrouvé à trouver les recettes de cuisine pour faire le bon matériau et le bon design et convaincre les gens. Sauf qu'une fois que vous donnez une seule pièce dans la main d'un designer, il dit, OK, ça marche, tu peux m'en faire 45 pour d'ici la fin de la semaine. Et là, j'ai fait non, non, mais moi, ce que je veux, c'est trouver des solutions, c'est pas faire des pièces. Voilà, je ne suis pas imprimeur 3D professionnel. Donc après, c'est pour ça qu'on est passé aujourd'hui sur un next step. Et c'est vrai que j'ai pas dit ça en introduction. Aujourd'hui, on a à peu près un peu plus de 100 000 pièces qui ont été imprimées 3D et qui répondent à ces trois typologies de pièces. Mais bien sûr, on fait 80%, on les achète à l'extérieur. Et le troisième business model, c'est comme je vous avais vu, les pièces de rechange, avec là par exemple un connecteur électrique. Lorsqu'on en fait de la maintenance, on peut casser le connecteur. Le connecteur, c'est 6 mois d'appro. Et donc là, pour moi, par contre, le business model est plus modéré puisque je pense qu'il faut aller beaucoup vers, enfin, il faut aller vers de l'achat de pièces. Mais si on veut vraiment une vraie réactivité sur la pièce de rechange où il nous faut la pièce pour hier, je pense qu'il faut quand même penser, et c'est ce que nous, on est en train de développer. On a de plus en plus de machines en interne et on regarde même pour investir dans des machines métalliques pour nos besoins de pièces de rechange, pour être une réponse à l'obsolescence programmée ou tout simplement les pièces qu'on n'arrive pas à avoir. On est pile poil dans le modèle qui va bien, les lots réduits, donc on n'est pas sur 4000 pièces à produire comme on peut faire en injection, mais sur des fois une pièce ou deux unitaires cassées dans les dépôts. Voilà. Donc très important, le business model n'est pas unique et à vous de mettre, on va dire, le curseur qui va bien selon la typologie de pièces que vous voulez faire. La question, c'est comment aujourd'hui on met des pièces dans les trains. Alors, je vous donne une partie du secret dans la méthodologie qu'on a. C'est pas un secret, de toute façon, c'est quelque chose qui marche très très bien. Donc, en fait, on a, on a divisé, on a proposé une méthodologie en 5 étapes, d'accord, de S1 à S5, qui permet de piloter avec une courbe en S l'adoption, on va dire, des projets et la montée en puissance de l'impression 3D dans notre industrie. Donc aujourd'hui, en fait, ce qu'on fait, on dédie généralement une ressource sur le projet qui est là pour un petit peu le cochon truffier. C'est-à-dire, c'est la personne qui connaît un petit peu, qui a déjà imprimé, qui a même une imprimante à la maison, voilà, un passionné, hein, qui est là pour trouver dans nos nomenclatures les pièces. Donc, ce qu'il va faire, techniquement, il va dire, tiens, cette pièce-là, elle m'intéresse, elle a une forme complexe, il n'y en a pas trop dans ce train, il y en a là. Donc, techniquement, on va mettre une petite notation et on va dire, on la valide ou pas. Une fois que, donc, on est le step 1. Une fois que techniquement c'est validé, on se dit, tiens, allez, maintenant on prend la pièce, on regarde la CAO, on voit comment l'améliorer. Est-ce que au niveau économique, on s'y retrouve? Très bien, go, no go, si techniquement et économiquement on est bon, à ce moment-là, on utilise le réseau que ce soit interne ou externe, des imprimantes pour pouvoir mettre ce qu'on appelle un MVP, donc Minimum Viable Product, sur la table du dessinateur qui va aller convaincre son chef et son projet pour dire, eh, regardez, vous avez vu là, c'est du matériau au feu fumé, écologique et tout ce qui va bien imprimer 3D. On y va quoi. Donc ça, et ça marche. Et on va dire que à partir du moment où on arrive au step 3 et qu'on a une pièce en main, généralement ça va jusqu'à la commande. Le step 4, c'est on est challengé par les équipes d'achat. Donc là, ils vont nous dire, OK, c'est très bien Aurélien, ta pièce, elle vaut 47 euros en impression 3D. Moi, en injection, elle vaut X euros, elle vaut peut-être 12 euros. Oui, mais je lui dis, ouais, mais regarde, toi, tu vas mettre 15 000 euros pour faire un moule. Moi, j'ai que 250 pièces en impression 3D. Même si je suis un peu plus cher, au final, ton total cost of ownership, ton TCO, il est bon. Donc, tu vas en impression 3D. Et c'est ce qui se passe quasiment à chaque fois qu'on a une pièce qui est bien mature. Et le S5, bah, c'est la bonne nouvelle. C'est on va dire, un devis qui est transformé en commande et un délai, une pièce, un fournisseur informé qui va nous faire les pièces. Donc, grâce à ça, ça permet de voir
plusieurs choses. Ça permet de structurer une démarche, ça permet de communiquer sur une adoption, et ça permet aussi de se rendre compte qu'on se retrouve sur un rapport à peu près de 1 à 3 ou 1 à 5 on choisit une pièce pour l'imprimer et on la commande. Tout simplement, c'est parce qu'il y a du déchet. Et entre les premiers projets sur lesquels on a mis en place cette méthodologie et les projets actuels, on va dire que oui, il y a 2 ans, on était plutôt sur un rapport de 1 à 6, c'est-à-dire on choisit une pièce et finalement, il n'y en a qu'une sur 6 qui est montée sur le train. Aujourd'hui, on est quasiment sur 1 sur 3. Voilà. Donc ça permet aussi de montrer que les gens commencent à être formés, commencent à être informés, voient les pièces et font des petits, quoi. Voilà, c'est très important d'avoir ce message-là. Est-ce que je suis toujours dans les temps? C'est bon? On a encore 5 minutes? C'est bon? Oui, très bien. Ouais, c'est parfait, là. Oui, Ok. bien sûr, allez. Se poser la question aussi, alors là, je vais vous partager vraiment un outil qu'on a mis en place avec, donc qui sont aujourd'hui, alors c'est vrai que Jean-Daniel, comme moi, on fait partie du réseau France Additive, donc qui est une association qui a été créée par Christophe Eschenbrenner, enfin qui a été reprise, le nom a été créé par Christophe Eschenbrenner, qui est mon ancien chef, donc il était chez Alstom, donc je connais très bien Christophe. Et son initiative, je la trouve remarquable parce qu'avec France Additive, en fait, ben, c'est du lobbying qui manquait énormément dans le paysage industriel français, tout simplement. Vous voyez que là, je travaille beaucoup, beaucoup avec les universités allemandes parce que faut dire ce qu'il en est, ils sont devant. L'Allemagne a 10 fois plus de machines imprimées 3D, de robots, et ils ont un savoir-faire qui est indéniable. Donc là, ce qu'on a fait avec Fraunhofer, c'est un outil de costing qui nous rend énormément de services puisque c'est un outil de chiffrage donc à partir de modèles 3D sur laquelle on a plusieurs choses très intéressantes et puis surtout, mais vous verrez comment je voudrais le faire évoluer vers un peu plus écologique. Donc aujourd'hui, voilà, vous chargez votre modèle. Ça permet d'avoir rapidement un coût de la pièce en impression 3D, mais surtout, il y a 3 avantages à cette plateforme. Donc, c'est le rapide costing. Le second avantage, c'est que ça me compare le coût si jamais je devais usiner ou mouler la pièce. Donc, ça me donne un point d'équilibre pour pouvoir répondre aux achats en disant c'est bien en impression 3D jusqu'à 53 pièces. Après, c'est moins cher, fais-le en impression en injection. Voilà. Et le dernier point, c'est que en fait, il y a un moteur d'intelligence artificielle qui va me positionner, faire plusieurs dizaines de positionnements de la pièce dans l'espace et me dire la moins chère, c'est celle-ci. Et ça, c'est quelque chose qui n'existe pas sur les autres outils. Voilà. Et donc à ce moment-là, ça me permet de suivre les gains des pièces au niveau de tout l'écosystème. Et pourquoi je vous dis que ça m'intéresse au niveau écologique? Et là, enfin, je pense que Julien, et c'est une question que je pose au groupe, hein, une question ouverte. J'aimerais beaucoup, beaucoup pouvoir intégrer combien de kilos de CO2 ça me fait gagner d'imprimer une pièce en impression 3D. Donc, on a une partie on a une thèse qui avait déjà été faite. Mais j'aimerais bien pouvoir l'industrialiser sur notre plateforme. Et je pense que voilà, ça peut être en tout cas un axe de partenariat dans le futur. Et vous voyez donc la pièce, parce que ça c'est important. Donc c'est la pièce c'est une sablière. Donc on a du sable, hein, même sur les TGV, hein, qui nous permet de freiner plus facilement, parce qu'avec le contact rail-roue. Et donc c'est monté sur le TGV rouge italien NTV, pour ceux qui connaissent un peu les trains. Voilà. Au-delà donc du business model et du costing, je voudrais parler rapidement aussi de la continuité numérique. Donc, honnêtement, aujourd'hui, c'est impossible la continuité numérique. J'espère que d'ici ma retraite, j'ai que 42 ans, mais j'espère que d'ici ma retraite, elle existera. C'est très très compliqué avec la fabrication additive et toutes les autres technos d'avoir une continuité numérique. On rêve que depuis le clic jusqu'à la pièce en main, on soit dans le même environnement et que les modifs soient simples et tout ce qui va bien. Ce n'est pas le cas. Donc il y a encore au moins 2 ruptures numériques qui existent. Une quand on sort de l'environnement des designers et une quand on rentre dans le soft de préparation, de slicing des impressions 3D. Mais bon, on va dire, on va voir comment on se débrouille dans les années à venir. Et donc là, vous voyez, donc moi,
Alors, je crois dans les jumeaux numériques. Je pense que c'est aussi compliqué à implémenter, mais que c'est important que ce concept dans la continuité numérique existe. Et par contre, là où je pense qu'il faut mettre le plus d'énergie, et comme dans toutes les entreprises et industries, c'est vraiment dans ce qu'on appelle le PLM, donc le Product Life Management System. Et donc là, on a des pistes de travail avec les responsables de ISNT, donc de l'informatique et des solutions business pour que la fabrication additive ait un semblant en tout cas de continuité. Et donc là, vous voyez des pièces, une pièce manquante là sur le tramway de Reims où on a rapidement, on voit le slicing. Donc la première rupture numérique, c'est quand on importe depuis Katia dans Eger de Marforge. Et puis la seconde rupture, c'est voilà, c'est après quand on sort la pièce. Et donc là, voilà, mais ça quand même, même si on a des ruptures, on arrive à sortir des pièces, hein. Il faut quand même pas non plus que ça bloque le système. Les donc le conseil, en tout cas, ce que ce que je peux vous partager, c'est que pour disséminer l'impression 3D, c'est avant tout, non pas technique le problème, mais c'est culturel, c'est du changement, c'est du pilotage du changement. Et vous retrouverez de manière académique quels sont les 5 piliers qui permettent de piloter le changement et qui sont applicables à la fabrication additive. Pour aller très vite, on va dire, il faut une vision, ça c'est clair. Je pense que si le management ne dit pas j'ai envie d'imprimer des pièces, c'est compliqué. Et j'ai eu la chance qu'Alstom me confie la mission. Des ressources disponibles, c'est important, mais c'est surtout des ressources formées, d'accord, avec des compétences. Et je pense qu'ici, avec Fab Academy et l'environnement académique, vous êtes plus que convaincus. Motivation, ça c'est hyper important, quel que soit le sujet. Et puis plan d'action, ça permet de piloter. Mais le message de cette planche-là, c'est que il faut vraiment partir former, informer les gens pour qu'ils soient capables d'adopter la fabrication additive dans leur process et dans leur business de tous les jours. Voilà. La, donc après, donc je vais focaliser sur la question du début, qui est comment on peut rendre plus, on va dire, écologique la fabrication additive. Donc j'ai 2 slides à ce sujet-là. Donc la première, c'est on peut l'utiliser pour, je vous ai montré là des pièces injectées, cassées en utilisant des matériaux biosourcés. Donc c'est un avantage très important. Et je vais vous expliquer comment on a trouvé dans l'étude qu'on pouvait gagner jusqu'à 15% comparé à d'autres manières de faire la même pièce, en injection en tout cas. Ensuite, très important, on parle aujourd'hui de l'indice de réparabilité. Mais nous, aujourd'hui, on a trouvé une application. Vous voyez que déjà, on s'est imprimé des pièces simili-caoutchouc, donc du flex, qui est en plus compatible avec nos normes feu fumé. Mais l'avantage de cette application-là, c'est avant tout qu'au lieu, donc ce sont des pièces qui vont sur les freins, d'accord? Et au lieu d'acheter un kit complet de remplacement de soufflet de frein, vous pouvez imprimer que le soufflet de frein qui est cassé. Et au lieu d'avoir un kit à 1000 euros que vous allez cannibaliser, parce que c'est comme ça que ça se passe, vous allez imprimer juste le soufflet qui va vous coûter 23 euros et que vous allez avoir en une nuit, en 6 heures. Et donc là, on est avant tout sur des gains, on va dire, la meilleure énergie, c'est celle que l'on ne consomme pas. Donc voilà, ça c'est hyper important et c'est pour ça que je voulais l'illustrer avec ce petit gif animé. Et le dernier, c'est effectivement se concentrer sur les pièces à faible taux de rotation. Donc aujourd'hui, on est capable de. Aujourd'hui, aucun dépôt, aucun opérateur n'est capable de dire je vais casser trois fois le nez de mon train avec un vélo ou une poubelle sur les rails. Mais par contre, dès que ça arrive, eh ben, on peut être réactif avec l'impression 3D et surtout ne pas faire de moule et de directement imprimer la pièce. Donc, on est meilleur par rapport à l'environnement. Et surtout, on ne va pas faire de stock. Donc, qui dit une pièce stockée, on sait qu'elle double de valeur tous les 3 ans. Et ben, avec l'impression 3D, on a aussi cet impact-là, qui est moins de stockage et moins d'impact global sur la chaîne de valeur, en tout cas. Voilà.
Alors, je vais focuser sur comment on a trouvé les 15% parce que je pense que Jean-Daniel, je me suis posé la même question. Tu disais, des fois, je voudrais être persuadé du côté éco-responsable. Je suis entièrement d'accord avec toi que ça peut être dangereux comme réponse, d'accord? Dans le sens où j'étais très, très, très surpris de cette étude que l'on a faite avec nos experts d'éco-design. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris une pièce qui est normalement injectée et on l'a faite en impression 3D, d'accord? Et on a pris ce que les experts d'éco-design connaissent par cœur. Donc, vous avez vu, il y a huit facteurs. Donc je ne les connais pas par cœur. Je vais juste vous donner ce que j'ai appris de l'étude. Donc, on avait une pièce soit injectée en Chine, soit imprimée 3D en Europe, en France. La même pièce, ISO Design. Eh ben, en fait, on se rend compte, moi j'étais persuadé quand j'ai lancé l'étude qu'on allait gagner 50%. Ben, en fait, on gagne alors on gagne déjà, ça c'est bien, mais que 15%. Et pourquoi? Ben, tout simplement, c'est que on s'est rendu compte qu'en fait, les filaments de matériaux haute performance sont faits soit aux États-Unis, soit en Chine. Donc ça veut dire que quand on imprime une pièce et qu'on fait French Tech et voilà, Cocorico ou en Europe, il faut juste se dire qu'on est dépendant de toute façon des autres et que l'on fait faire du bateau ou de l'avion selon l'urgence à nos filaments. Donc voilà, je pense qu'il y a une opportunité industrielle et moi je rêverais d'avoir de la fabrication locale française ou européenne, en tout cas beaucoup plus près des usines des filaments, ou même pourquoi pas que les Américains, que nos usines américaines utilisent le filament fait aux États-Unis. En tout cas, ça c'est très important. Et je sais aussi que vous, comme moi, vous voulez pas avoir une usine Céveso qui fait du filament à côté. Voilà, c'est le problème de l'écologie, c'est que tout le monde le veut, mais personne, tout le monde veut veut de l'énergie verte, mais personne veut une éolienne dans son jardin. Donc en fait, c'est voilà, pour résumer, c'est meilleur au niveau de l'impact. Des fois, on peut perdre, d'accord? Même sur des pièces métalliques, hein, j'étais assez surpris, hein, à partir du moment où vous faites la même pièce métallique en castide, enfin en fonderie, en impression 3D, si elle n'est pas améliorée au niveau du poids et un peu d'optimisation topologique, vous n'aurez pas de bonnes notes par rapport à l'impact environnemental. Donc c'est un travail vraiment de longue haleine et sur lequel il faut qu'on soit formé, informé, sensibilisé pour pouvoir apporter des réponses en tout cas durables. Aussi, comment on participe dans l'écosystème de la fabrication additive pour développer de nouveaux business. Donc, je vous ai mis aussi la place de marché ou la marketplace sur laquelle je vous invite à aller sur ce qu'on appelle Station One, qui est en fait une marketplace qui a été créée par Alstom pour proposer des pièces. Donc, le business, c'est toutes les pièces que vous n'avez pas contractuellement, vous pouvez les acheter sur la marketplace et elle est dédiée aux ferroviaires. Et si vous tapez 3DP dans la barre de recherche, vous aurez accès à plus d'une cinquantaine de pièces imprimées 3D qui ont déjà été livrées sur nos trains ou à nos clients, qui répondent à des problèmes. Par exemple, on a le badge de support de carte pendant le Covid. On a imprimé 3000 pièces en 3 semaines avec nos partenaires pour pouvoir supporter, éviter le contact avec les portes. On a aussi la fameuse pièce que je vous ai montrée tout à l'heure, l'entonnoir de lave-glace. Que l'on peut acheter en ligne si vous avez un train régional. Et puis, et donc voilà, donc c'était pour dire, et pour moi, ça participe en tout cas à réduire l'empreinte environnementale, en tout cas la marketplace. Moi, j'y crois énormément. Dernière slide, et j'espère que Julien, je suis dans les temps, c'est bon? Oui, c'est bon, tu Donc, es dans les temps, c'est ok, parfait. donc en fait, c'est un petit clin d'œil que je souhaiterais pour vous montrer, pour conclure sur la fabrication additive et puis on va dire la vitesse que le digital prend aujourd'hui. Bah, je vous propose un petit clin d'œil, même endroit à deux époques différentes. Donc, c'est la nomination du pape Benoît XVI en 2005 et François en 2013. Bah, quelle est la différence? C'est tout simplement que chacun a son smartphone et le digital est là et ça va très très vite.
Alors c'est une présentation que je veux laïque, hein. C'est juste pour que c'était beaucoup plus simple de faire le clin d'œil avec en tout cas cette publication-là que j'ai trouvé géniale. Et donc l'impression 3D, ça va très vite. On va dire en 2016, on imprimait des pots à crayon pour le manager en plastique vert. Et aujourd'hui, fin de ce mois-ci, on va monter une première pièce sécuritaire en acier sur le TGV, imprimé 3D. Donc c'est juste pour dire que ça va très vite. Euh, et que ben, je suis très content de vous partager en tout cas une partie de la passion des gars de l'équipe, de vous montrer que oui, je crois en l'impression 3D, je suis persuadé qu'on peut être aussi éco-responsable avec cette techno-là, et que de toute façon, c'est une partie de la réponse des industries du futur. Et charge à nous, commençant ne serait-ce que par la formation, à mettre plus d'énergie pour que ça prenne voilà, dans, chez nos clients, chez nos partenaires pour écrire ensemble, continuer à écrire ensemble l'histoire. Voilà.